Cher Tidiane Gadio, bonjour. Bonjour. L'OUA puis l'UA n'ont jamais réussi à créer les États-Unis d'Afrique, mais ces deux organisations n'ont-elles pas quand même quelques succès à leur actif ? Alors, en 2013, quand on m'avait demandé de faire le bilan des 50 ans de l'OUA, j'avais dit que le bilan était mitigé. Mais j'avais dit que dans les 5 objectifs principaux que je retenais, renforcer l'intégration, réussir le développement économique et social du continent, etc., je retenais en fait qu'il y avait un seul objectif qui avait été atteint, réussir la décolonisation du continent et mettre fin à l'apartheid. À part ça, au lieu de mettre fin au processus de balkanisation de l'Afrique, on a accéléré la cadence pour ce que nous, on appelle l'hyperbalkanisation de l'Afrique. De 32 États en 1963, on était à 54 États en 2013 et aujourd'hui encore, avec tout ce qui se passe, il n'y a pas encore une dynamique qui nous donne l'espoir que nous allons régler définitivement la question de la balkanisation et construire les États-Unis d'Afrique. Après la déclaration d'Alger de 1999 contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement, on a espéré que le temps des coups d'État militaires était révolu. Mais aujourd'hui, est-ce que les coups d'État à répétition en Guinée, au Burkina, au Mali, ce n'est pas un retour en arrière ? Non seulement c'est effectivement un retour en arrière, mais avant ça, tout le monde sait que la question de la gestion de la lutte contre le terrorisme, l'Union africaine l'a mal gérée, les communautés régionales l'ont mal gérée, et on se retrouve dans une situation où des militaires se croient obligés d'aller occuper les palais et les ministères, essayer de régler eux-mêmes les problèmes. Et donc, 5 coups d'État dans l'espace de la CEDEAO en 2 ans, c'est véritablement un désastre pour les institutions en Afrique. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi la Guinée, le Mali, le Burkina ont été sanctionnés par l'Union africaine et pas le Tchad où il y a eu pourtant, il y a 2 ans, un changement anticonstitutionnel. Comment vous l'expliquez ? Alors, moi je connais assez bien la situation du Tchad et j'ai eu une relation que tout le monde connaît très particulière avec le président Idriss Déby Itno. Je salue d'ailleurs sa mémoire et le combat qu'il a mené pour la sécurité de l'Afrique. Alors, lui et moi, c'est une confidence que je vous fais, on a discuté de la question du Tchad comme étant le verrou qui empêche aux djihado-terroristes de prendre l'ensemble du Sahel et qu'il y avait un plan pour l'élimination de Idriss Déby Itno lui-même. Et on lui conseille tout le temps la prudence, etc. Mais on connaît un peu son tempérament, très engagé, très guerrier, très courageux. Et il est allé tenter de régler lui-même le problème qui s'était posé. Des informations que nous avons, ce n'était pas juste un groupe de rebelles tchadiens qui ont éliminé Idriss Déby. On nous parle d'une nébuleuse où on retrouve les gens de Wagner, on retrouve les gens du maréchal Haftar, on retrouve beaucoup de groupes d'intérêt qui sont organisés. Et on a éliminé le président Idriss Déby. Alors, quand on a mis le Mali sous sanction de la CEDEAO, j'ai trouvé ça totalement incohérent. Les sanctions contre les coups d'État dans des situations normales, tout à fait d'accord. Mais quand un pays est attaqué par les terroristes, un pays est exsangue, un pays est par terre, vous dites à ce pays, nous venons vous aider en vous sanctionnant, en vous mettant sous embargo économique. J'avais trouvé ça très, très incohérent. Et donc, sur la question des sanctions, je suis assez nuancé, pour ne pas dire plus. Depuis les années 70, l'OUA et aujourd'hui l'UA se déchirent sur la question du Sahara occidental. Est-ce que cette querelle ne risque pas d'empoisonner l'organisation continentale de nombreuses années encore? Mais ça l'a déjà fait depuis le début des années 80 jusqu'à nos jours. Alors, moi, en tant que panafricaniste convaincu, ce qu'on a fait au Soudan, prendre un pays, le plus grand pays africain, 2 500 000 km², et dire que la solution, c'est d'utiliser les bistouris comme on le faisait du temps du partage de Berlin. On découpe une partie de 600 000 km², on les donne au Soudan du Sud, disant qu'on va régler le problème du Soudan. Depuis qu'on l'a fait, plus de 300 000 morts au Soudan du Sud, plus de 4 millions de déplacés sur les 12 millions d'habitants. La situation est devenue plus catastrophique qu'elle ne l'était. Personne n'a fait son autocritique. Tous les Occidentaux qui avaient défendu que c'était ça la solution. C'est pour dire que régler les problèmes de l'Afrique par la balkanisation, c'est le passif politique, le passif économique le plus grave que le système colonial nous a laissé. L'AOF était un ensemble, Afrique occidentale française. L'AEF était un ensemble. On travaillait bien ensemble. On pouvait aller à l'indépendance ensemble. Le pays colonisateur à l'époque, la France, en se retirant, s'est organisé pour démanteler ces fédérations et nous laisser ce que Cheikh Anta Diop a appelé des États nains et des États non viables. La preuve est donnée 60 ans plus tard. Donc, si le Maroc peut régler ce problème à l'intérieur de ses frontières en respectant la spécificité des Sahraouis, etc., moi, je suis pour cette démarche-là, pour ne pas encore balkaniser davantage l'Afrique. On a toutes les raisons d'aller gérer la question de l'Azawad. Ils sont différents des autres, on leur donne un État. La Casamance, ils sont un peu différents des Sénégalais, on leur donne un État. Certains disent que la RDC n'est pas viable, il faut la découper en 5 ou 10 États. Le Nigeria, il faut le découper en quelques États. On se retrouve avec 80 États dans un continent
qui avait une trentaine d'États à l'indépendance et qui aspirait aux États-Unis d'Afrique. C'est le comble de l'incohérence qu'on nous laisse ensemble. Cher Tidiane Gadio, merci.